Moteur! Allons-y! Moteur! Je te rencontre, je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues, tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Alors évidemment, pour les cinéphiles, vous avez tout compris, il s'agit de Hiroshima, mon amour, un film de Alain Resnais qui date de 1959. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Eh bien, alors comme ça vous saurez un petit peu ce que je prépare cet été. Il se trouve que je m'occupe du festival 3F en Pologne, c'est-à-dire film français. Et donc, j'ai l'intention de leur passer Hiroshima, mon amour. Et donc, évidemment, je travaille sur Hiroshima, mon amour. Je l'ai vu 100 fois, le film. Enfin, je découvre toujours des choses formidables. Et j'avais envie de vous faire partager mes trouvailles, et notamment un entretien avec Alain Resnais que je trouve assez pertinent. Que dire de Alain Resnais? Alain Resnais, c'est le silence et la réflexion. Il se méfie du bruit. Ça me paraît intéressant parce que je vais vous parler de Hiroshima, mon amour. Et là, vous venez d'entendre évidemment une phrase, parce que le texte a été écrit par Marguerite Duras. Quand on a interviewé, formidablement bien, Alain Resnais, il a rappelé qu'il y a une chose que je dois préciser, c'est lui qui parle, c'est que tous mes films ont été des films de commande. Oui, c'est vrai, on l'oublie quelquefois, mais il a commencé par des films de commande. Il faut donc pas me considérer comme quelqu'un, si seulement je pouvais être de cela, qui aurait un message à délivrer au monde, et il m'est difficile à moi-même de me considérer comme un auteur. Quant à parler d'auteur maudit, alors là, Saint René martyr, voyez-vous, ça n'existe pas. Donc René, vous l'avez compris, avait aussi beaucoup d'humour. Ne peut-on cependant déceler, sous-jacente à son œuvre, l'existence de certaines obsessions, de certains thèmes, ne serait-ce que celui de la mémoire? Interrogé sur ce point, René reconnaît qu'on peut effectivement les y discerner malgré qu'ils ne soient pas consciemment présent au départ. Et alors sur ce, il poursuit. J'ai eu une formation de monteur, et on pourrait presque dire que j'ai fait de la réalisation parce que je ne trouvais pas toujours de travail dans le montage. Ce fut aussi une formation d'opérateur, car au fond, les problèmes d'optique et d'éclairage sont les mêmes en 16 mm qu'en 35. J'ai été assistant de Nicole Védresse et de Myriam pour Paris 1900, puis j'ai tourné quelques films en 16 mm, et ensuite Van Gogh, que m'avait demandé Robert Essens, et Gaston Dille, et que j'ai réalisé en collaboration avec Carl Van Gogh de Resnais. C'est bien joli. Enfin, il y a Essens. Il ne faudrait pas l'oublier. J'ai toujours travaillé en collaboration et c'est toujours mon nom qu'on retient, jamais celui des autres. C'est vexant, surtout pour les autres. Et c'est également Essens qui m'a apporté le scénario de Guernica. Et par la suite, j'ai travaillé avec des gens comme Chris Marker, Remo Forlani, Jean Quérol, Raymond Queneau, Marguerite Duras. En somme, j'ai toujours eu la manie de demander des textes, entre guillemets, trop littéraires. Amené par la réflexion précédente, vint une question portant sur la nécessité qu'on sent chez Resnais d'élargir le cinéma aux dimensions des autres arts, de les faire tous fusionner en une forme qui tiendrait de chacun d'eux. Sans doute, répond Resnais. C'est même une ambition avouée pour ce qui est du théâtre. En gros, j'aimerais, entre guillemets, faire théâtre. Comprenez-moi, il ne s'agirait nullement de mélanger les genres, et je voudrais avant tout réagir contre les structures traditionnelles de la pièce, contre le ton de théâtre dit psychologique. Ce que je voudrais, c'est retrouver un certain ton lyrique, c'est-à-dire, en fait, aboutir à l'opéra. Ainsi, je me suis aperçu hier que ce dont Hiroshima se rapproche le plus. Hier? Et pourquoi précisément hier? Eh bien, ah oui, je sais. Quelqu'un m'avait dit « Votre film ne ressemble à aucun autre. On n'a jamais rien vu de tel, etc., etc. » Enfin, quelque chose de ce genre, quoi. Eh bien, vous le pensez aussi? Enfin, c'est votre droit. Donc, j'ai répondu à cette personne, et je venais seulement de faire le rapprochement, que ce dont mon film se rapproche sans doute le plus, c'est du roman d'un tricheur de Sacha Guitry. Oui, j'ai toujours été attiré par Guitry. Avez-vous vu Bonne Chance? Ah, c'est un de mes bons souvenirs d'enfance. Je me souviens avec ravissement que ce travelling commenté par la voix de Jacqueline Delubac, à qui Guitry expliquait, c'était un de ces travelling pour lesquels on met la caméra sur une automobile, à qui il expliquait, tu vois, c'est comme ça au cinéma. Au cinéma, parfois, on met la caméra sur une auto et voir tout d'un coup le cinéma se découvrir à l'intérieur même du cinéma. Et faisons un rêve. Là,
j'ai senti quelque chose qui, au-delà du caractère conventionnel du jeu et des conversations, renouvelait le plaisir d'être au cinéma. On sentait qu'un cinéma authentique pouvait naître en dehors de toute préoccupation de faire d'abord cinéma. Remarquez qu'il serait faux de dire que je suis un admirateur de Guitry. Je l'aime, c'est différent. C'est-à-dire qu'à la fois je l'aime et ne peux pas l'aimer. C'est cela, une sorte de fascination. Je suis fasciné par Guitry, par le cas Guitry. Ce que je rejette, mais alors là, absolument, c'est toute la partie historique de son œuvre, même les perles de la couronne. Dans tous ses autres films, par contre, même s'il est plus mauvais, il y a des moments où l'on a envie de partir tellement c'est mauvais. Il y a toujours quelque chose qui vous force à rester. Ce qu'il y a chez Guitry, c'est qu'il attire et en même temps inspire la pitié à cause de cette impossibilité qu'on sent chez lui de se faire aimer, à cause de ses erreurs aussi, de ce qu'on pouvait appeler chez lui le vertige de l'erreur, à cause de l'extraordinaire échec que représente sa réussite sur le plan humain. Et je pense aussi, mais c'était un film charmant, bien oublié aujourd'hui, qui est devenu la copie. Je pense aussi à Monsieur Coccinelle, de Bernard Deschamps, sorti aux Ursulines en 37 ou 38. Je me rappelle qu'à l'époque, car le cinéma pour René, c'est aussi un vieil acteur aperçu dans un café et dont le nom est maintenant tombé dans l'oubli. C'est la naissance du haricot, le lever du professeur Mechanikas, qui furent ses premiers films de pré-spectateurs. Son cinéma d'aujourd'hui, c'est aussi et encore celui d'autrefois. Le cinéma pour lui, c'est aussi le souvenir du cinéma. Le film, en tout cas, m'a frappé. C'est un film libre, un film qui flâne. C'est rare et j'aime cela. Ce qui me choque par exemple dans Quai des Brumes, c'est que Gabin, au moment où il se met à lécher les vitrines, rencontre tout de suite Michel Morgan. Il n'y a pas de temps mort. Or, c'est ce que j'aime au cinéma. Moi, c'est justement les temps morts. Ce que j'aime dans Touchez pas au Grisby, c'est précisément qu'il est fait d'une succession de temps morts, mais bout à bout. À l'origine de Hiroshima, mon amour, il y a eu une commande qui m'avaient fait les producteurs de Nuit et brouillard. Je devais réaliser un film sur la bombe atomique. J'ai essayé de le faire, mais je me suis rapidement aperçu que le film recoupait tout simplement Nuit et brouillard. C'était la même chose. Pourquoi recommencer ? C'est alors que j'ai rencontré Marguerite Duras, à qui j'ai dit ce qu'il en était de mon projet. Nous avons eu une longue conversation d'où est sorti ce qui allait devenir Hiroshima, mon amour. Nous nous étions dit que nous pouvions tenter une expérience avec un film où les personnages ne participeraient pas directement à l'action tragique, mais soit s'en souviendraient, soit l'éprouveraient pratiquement. Nous voulions créer en quelque sorte des anti-héros. Le mot n'est pas tout à fait exact, mais il exprime bien ce à quoi nous pensions. Alors le japonais n'a pas vécu la catastrophe d'Hiroshima, mais il en a une connaissance intellectuelle, il en a une connaissance très intellectuelle, il en a une conscience, de même que tous les spectateurs du film. Et nous tous, nous pouvons de l'intérieur ressentir ce drame, l'éprouver collectivement, même sans jamais avoir mis les pieds à Hiroshima. J'ai lu avec effarement que certains mettaient en balance l'explosion de la bombe et le drame de Nevers comme si on avait voulu être l'équivalent de l'autre. Ce n'est pas du tout cela. Au contraire, on oppose le côté immense, énorme, fantastique de Hiroshima et la minuscule petite histoire de Nevers qui nous est renvoyée à travers Hiroshima, comme la lueur de la bougie est renvoyée grossie et inversée par la lentille. L'événement lui-même d'Hiroshima, nous ne le voyons d'ailleurs pas. Il est évoqué par quelques détails comme on fait parfois pour une description romanesque où il n'est pas besoin d'énumérer toutes les caractéristiques d'un paysage ou d'un événement pour faire prendre conscience de sa totalité. Je me suis donc engagé dans cette voie, mais en cours de tournage, j'ai eu quelques inquiétudes. Je me demandais si je n'étais pas en frais, je me demandais si je n'étais pas en train de me fourvoyer. J'ai alors accentué le côté anecdotique de certaines scènes, mais je me suis finalement aperçu que cela ne convenait pas du tout au film. J'ai donc coupé au montage tout ce qui relevait de l'anecdotique, ce qui supprime, entre parenthèses, une grande estime pour le public. Alors je vais peut-être arrêter là ce discours, cet entretien avec René, mais peut-être que je continuerai la suite parce que vous allez voir que ça ouvre beaucoup de perspectives sur ce film qui, même encore aujourd'hui, reste un chef-d'œuvre absolu. On n'a pas la réponse, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui jouent sur l'humain, le profondément humain, le profondément intime. Et donc, nous écoutons tout de suite la bande-annonce. Hiroshima.
La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais ça ne s'arrête à Hiroshima. Je me souviens l'avoir entendu avant, pendant que nous nous aimions, pendant notre bonheur. Je n'ai plus qu'une seule mémoire, celle de ton nom. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. C'était mon premier amour. Et je voudrais terminer avec encore un propos de Alain Resnais, parlant de ce film. En définitive, je crois que si l'on définissait le film par un diagramme exécuté sur du papier millimétré, on aboutirait à découvrir une forme proche de la forme sonore du quatuor. Thème, variation, à partir du premier mouvement, d'où les répétitions, les retours, qui peuvent être insupportables pour ceux qui n'entrent pas dans le jeu du film. Le dernier mouvement, notamment, est un mouvement lent, déconcertant. Il y a là un décrescendo. Cela donne au film une construction en triangle, en entonnoir. Évidemment, c'est une construction dangereuse. Voilà, la prochaine fois, est-ce qu'on reste encore avec René ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas.